Les premiers refusaient cette participation et considéraient le Conseil... Chers amis de Claude, chers amis de Vincennes à Saint-Denis, de Paris 8, Claude Frioult n'a jamais souhaité, je crois, quitter son université de Paris 8. Pour beaucoup, dans d'autres universités, mais dans la nôtre aussi, être président est un moment, une étape dans une vie et dans une carrière, ce qui est parfaitement légitime et compréhensible. Frioult, lui, par 2 fois, est joyeusement revenu à ses travaux, à ses lectures, à ses étudiants et à ses collègues. Parce que Frioult fut avant tout un amoureux de Vincennes et de Paris 8. Il fut d'ailleurs toujours amoureux. Il avait été amoureux de Merkovski. Il était amoureux de la Russie, je dis bien de la Russie, pas de l'URSS. Ses amours, il souhaitait les faire se rencontrer, se croiser, s'accepter mutuellement. Je me souviens d'un étrange voyage à Athènes avec Lyotard, Jean Le Vaillant et Montcouchot, durant lequel, au cours de chaque moment de liberté ou de flânerie, il nous raconta intarissablement Maïkovski. Je me souviens aussi, après 1990, de ses missions à Novgorod, où il nous entraîna les uns après les autres, les uns avec les autres, Henri Méchenique, Maurice Courtois, Jean-Henri Roger, bien d'autres encore, parce qu'il y avait là, certes, de nouvelles missions à réaliser, mais aussi, j'en suis convaincu, pour nous faire connaître et aimer sa Russie. Pourtant, quand Claude Frioult prit contact concrètement avec Vincennes, en janvier 1969, tout était déjà joué. Le système des UE, l'obligation de combiner une V2 dominante, 2 sous-dominantes et libre, longue séance de 3 heures où pouvaient s'entremêler moments magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, égale responsabilité de tout enseignant, quel qu'en fût le grade, articulation d'un projet politique et d'un projet intellectuel, et Vincennes, au moment de son ouverture, avait déjà ses notables et ses occupants. Frioult se coula immédiatement dans ce nouveau modèle et dans les combats qui s'y engagèrent aussitôt. Il était prêt à y faire le coup de poing, et on le vit dans l'affaire Gisèle-Brecht, et prêt au moins autant à défendre coûte que coûte la nouvelle institution. Il se coula aussi dans cette sorte de guerre homérique incessante où l'oratoire tenait lieu de combat, et il devint progressivement essentiel. Bientôt, il fut chez lui à Vincennes, et progressivement, il nous amena à être dans son Vincennes. Lorsque le 16 juin 1971, il fut séquestré dans le studio de télévision, il passa une première nuit à discuter projet avec Claude Trollet, responsable des services techniques, qui s'était fait séquestrer avec lui, moins je crois pour le protéger que pour protéger les équipements. D'ailleurs, Frioult, lui, n'avait pas besoin de protecteur, mais il fut séquestré aussi avec Eshmi Benfredj, son premier séquestreur, engageant avec lui une sorte d'amitié complice et fondant un entre-nous qui ne s'est jamais défait, même quand il eut à apprendre à s'ouvrir, en particulier avec nos arrivées à Saint-Denis. Cet amoureux n'était d'ailleurs pas transi, ni naïf. Je me souviens d'un repas à Ville-Maréchal où il nous expliquait, à Madeleine Rébéru et à moi-même, avec une ironie gourmande et passablement perverse, que la plupart des plantes exigeaient pour se développer qu'on les taille impitoyablement. Frioult fut donc le jardinier de Vincennes, transformant quelques mauvaises herbes en compost, traçant quelques allées, traitant parfois sans pitié au gré de ses choix et préférences. En bon jardinier, il savait aussi accepter les pousses inattendues et provoquer les initiatives. Ce fut peut-être pour achever cette réalisation de son jardin qu'il fut candidat une seconde fois à la présidence. Parce qu'on n'abandonne pas un jardin à la friche et qu'on doit, s'il le faut, le faire aller s'implanter ailleurs.
mais en se donnant cette fois le plaisir infini d'en être le premier architecte. Il fut même le premier à oser faire chasser par la police ceux qu'il avait considérés comme des intrus, rompant ainsi avec une tradition de l'ordre, une sorte de sacralité ininterrogée. Il osa parler de quotas pour sauver quelques disciplines, parfois les plus adverses par rapport à sa politique. Il accompagna une nouvelle répartition des disciplines. Il obligea Paris 8 à prendre en compte les caractéristiques de son nouvel environnement sociologique en donnant une identité forte à l'organisation des premiers cycles, ce que nous avions toujours refusé. Claude Friou fut aussi un parleur éblouissant, et ceci est loin d'être négligeable. Il avait certes, surtout dans les débuts, dans les plis et les replis des constellations gauchistes, des adversaires résolus, d'autant plus radicaux qu'ils étaient a priori. Et pourtant, tous se réjouissaient de le voir marcher en tête des manifestations, de l'entendre présenter la nouvelle université lors des grandes messes de l'actualité ou de la rue de Rennes. Tous se trouvaient rassurés de savoir que c'était à lui de négocier pour nous avec le secrétaire d'État Jean-Pierre Chasson, de parler pour nous à la conférence des présidents, et des années plus tard, d'être notre porte-parole aux assises de la recherche devant Chevènement. Tous aimaient se retrouver dans le récit que Claude faisait de notre propre histoire et s'y reconnaissaient, qu'ils aient ou non partagé ses choix. En d'autres termes, le président Friou était aussi notre griot, notre ambassadeur et celui qui nous rappelait à nous-mêmes et nous aidait à nous supporter mutuellement. Amoureux fidèle, mais totalement libre dans sa fidélité, jardinier attentif, mais impitoyable, parfois cruel, griot intarissable et indispensable dans ce nouvel univers de la palabre, mais aussi de l'écoute, je voulais, par ces quelques métaphores, exprimer mon amitié et mon affectueuse admiration. Merci beaucoup. On écoute maintenant Annie Lejeune, enseignante de russe. Je dois dire qu'après un si beau discours, c'est difficile. Mais qu'il fallait organiser sa compréhension par justement cet effort de don de soi aux masses qu'il incarnait, et un don de soi explicatif, un don de soi convaincant. On pensait qu'on organisait la compréhension d'une œuvre. Et c'est pour ça que cette notion, cette fameuse notion de propagande qu'on a reproché à Mayakovsky de puiser dans la seule politique, il la reportait dans le domaine esthétique avec une ferveur extraordinaire. Il pensait que tout était propagande. Je l'ai dit, que la poésie lyrique c'était de la propagande pour que les gens s'aiment, et que le devoir du poète était de faire la propagande pour faire comprendre aux masses la poésie la meilleure et la plus efficace. Rien. Bien. Merci donc à M. Letty de ce témoignage de la présence de l'État à travers le message que Mme Vidal a bien voulu adresser ce jour. Nous allons maintenant procéder, sans respecter très strictement notre ordre. Patrick, je sais que tu as un impératif, tu vas peut-être commencer par exprimer, et il y aura une intervention de M. Adrianov, s'il le veut bien, au nom de l'ambassade de Russie, après M. Adrianov qui parle le premier, et ensuite Patrick Borges. Oui, bien, oui. Dire un mot, voilà. Vous pouvez parler comme ça. Bonjour, je n'ai qu'un seul feuille, donc n'ayez pas
peur. L'essentiel qu'il n'y ait pas d'embrouille dans la tête. J'espère pour le mieux. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Président honoraire, Monsieur le Ministre, et Mesdames, Messieurs, chers amis, tout d'abord, je voulais vous transmettre les salutations de la part de notre ambassadeur de la Fédération de Russie en France, M. Arlov, qui est malheureusement pris par ses engagements ailleurs, mais dont je suis le représentant ici. Aujourd'hui, donc, nous remémorons un grand monsieur. Nous venons de voir un film par lequel nous pouvons juger de la profondeur des études faites par ce monsieur Claude Fuyeux sur la Russie, sur tout ce qui touche la Russie, la Fédération de Russie maintenant, et l'Union soviétique à cette époque-là. Donc je parle du siècle dernier qui n'est pas très loin de nous.